conférence et cet après-midi dédié aux investisseurs et aux émetteurs. C'est vrai que l'horaire, on est juste en sortie de déjeuner, donc c'est pas forcément évident, mais pour ceux qui ont déjeuné, mais voilà, petit à petit, les gens vont arriver. Déjà, je voulais vous remercier de participer à cette conférence. Un petit peu nouvelle, puisque c'est la première fois chez Morningstar qu'on organise ce type de rencontre avec notre partenaire Boursorama. Alors, les raisons sont assez évidentes. En fait, on a d'une part donc essayé de brosser, de lancer en fait les débats. On vous a mis quelques chiffres, mais nos experts vont se faire un plaisir de commenter, de faire un point. Donc la conférence institutionnelle de lancement qui est là pour justement d'un point de vue un petit peu macroéconomique faire certains constats, mais surtout en fait de lancer des solutions et des pistes d'évolution pour le futur. Quand on regarde en fait du côté des émetteurs, quels que soient les chiffres en fait, que l'on prenne, on en parlera un petit peu plus précisément avec Nice Euronext tout à l'heure. C'est vrai que le nombre d'émetteurs ces dernières années n'a pas été en augmentation, alors même que paradoxalement, le besoin de financement des entreprises est très fort et on perçoit en fait une recherche d'alternatives par rapport au financement bancaire. Donc c'est un des premiers constats qu'on pouvait faire. Le deuxième constat, du côté des investisseurs, ce qu'on ne peut pas dire que les investisseurs particuliers se soient rués sur la bourse, en tout cas en nombre ces dernières années, parce que quand on regarde là encore les dernières statistiques, c'est une perte de pratiquement 3 millions d'actionnaires individuels en France sur les 10 dernières années, et pour plein de raisons qu'on pourra évoquer, et du côté aussi des institutionnels, on a des statistiques qui montrent que globalement les assureurs français, les institutionnels français étaient parmi les plus investis en actions dans les années 2000, autour de 20% en moyenne, et aujourd'hui ils sont sans doute les plus faiblement investis, en tout cas ils sont loin d'être premiers, avec un taux qui a eu tendance à fondre comme neige au soleil. On peut parler des raisons réglementaires, on peut parler de la difficulté des marchés, du niveau de risque, mais toujours est-il que on est plutôt en dessous des 5% en moyenne aujourd'hui que des 20-25% dans les belles années. Donc, ce constat assez difficile, c'est de se dire, c'est clair que la tendance a été nette, mais ça peut évoluer dans les prochaines années. Il faut tout faire pour justement augmenter, changer cette tendance. D'autant plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, que quand on regarde les chiffres sur les sources de financement des entreprises, vous connaissez tous ces chiffres, mais c'est intéressant de les rappeler. On a un petit peu un paysage qui est un petit peu inverse. Aux États-Unis, il y a à peu près les 3/4 des financements, des encours qui viennent du marché, donc sur des émissions d'obligations d'entreprises non financières. Et quand on regarde la zone euro, c'est plutôt l'inverse. Donc c'est plutôt en très grande majorité les crédits bancaires qui financent en fait nos entreprises. Donc c'est intéressant justement de regarder s'il y a une alternative, une sorte de désintermédiation qui se met en place. Ça veut dire que d'une part, les investisseurs vont se retrouver face à des émetteurs, il va falloir justement les analyser, ça entraîne des défis qui ne sont pas neutres pour notre économie et notre écosystème. Du côté des émetteurs, c'est aussi un défi parce qu'on va se retrouver face à des investisseurs qu'on ne connaît pas forcément toujours et donc pouvoir appréhender leurs besoins, leurs contraintes. Ce n'est pas forcément qu'ils ne veulent pas investir en actifs risqués ou en actions, mais il y a des passifs et d'autres contraintes qui font que. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans la conférence institutionnelle de 18h, puisqu'on aura l'ACP, la F2I, Jean Hérault qui est ici dans la salle, et d'autres intervenants qui parleront justement de cette difficulté, de ce défi. On va avoir un focus un petit peu plus tourné autour des émetteurs pour cette première table ronde, cette première conférence. Alors, je termine par un petit clin d'œil sur l'émission Twitter, puisque vous savez qu'on a pas mal de sociétés qui s'introduisent en bourse, donc on en parlera tout à l'heure plus directement avec Cédric Chabou de SPGP et de Marc Lefebvre de Nice Euronext. Visiblement, il y a une tendance, ça se réveille, il y a un momentum qui repart.
L'actualité en Europe et en France sera riche dans les prochaines semaines, mais aujourd'hui, le clin d'œil, c'est Twitter. Ce qui est assez amusant quand on regarde les déclarations du dirigeant en France de Twitter, c'est de dire les gens sont de plus en plus dans l'instant. Twitter est le média de l'instant, de l'immédiateté, pour tout et n'importe quoi. Donc on est baigné, que ce soit sur les marchés financiers, par cette immédiateté, un peu une fait divérocratie, je tweete, je détweete, je retweete, et la nouvelle vient écraser une autre nouvelle. Et finalement, à travers ce type de rencontre aussi, notre objectif, c'était de prendre un petit peu de recul en disant le but du jeu pour des investisseurs et pour des émetteurs, s'ils veulent prendre des décisions stratégiques à moyen terme, c'est justement de prendre le recul, d'échanger, d'avoir des analyses à valeur ajoutée et ne pas se laisser engluer dans l'immédiateté. En général, c'est la meilleure façon pour prendre des mauvaises décisions. Et à ce titre, donc souligner que chez Morningstar, on est un des premiers cabinets indépendants au monde. On a été élu meilleur cabinet d'analyse financière en 2013 par le Wall Street Journal. Et on a aussi ce rôle, j'allais dire, d'éducation pédagogique, d'analyse pour le compte des investisseurs. On est complètement indépendant, on n'est pas broker, on n'est pas intermédiaire financier et on travaille uniquement pour le compte des investisseurs. Donc ça méritait d'être signalé. C'est aussi le rôle de ce type de conférence que l'on organise avec Boursorama et BFM pour pouvoir justement passer des messages forts. Alors les messages, on commence par justement un angle qui est assez passionnant. Côté des émetteurs, c'est justement, on parlait des nouvelles entreprises qui s'investissent, on parlait de Twitter, il y en aura d'autres qui sont cités tout à l'heure, les nouveaux circuits de financement, les actions, les obligations, les produits un peu hybrides, cette évolution de désintermédiation qui va prendre le relais des banques. Donc on a posé la question à nos experts, donc je tiens à les remercier pour leur présence cet après-midi. Jean Boissineau, qui est le chef du pôle analyse économique du secteur financier au ministère de l'économie et des finances. On aura ensuite Robert Ophel de la Banque de France, qui est sous-gouverneur de la Banque de France, qui nous donnera son point de vue, déjà parler de quelques statistiques et puis regarder un petit peu les enjeux pour nos marchés et notre écosystème. Ensuite, Alain Piton de Paris Europlace, qui est le secrétaire général de Paris Europlace, qui parlera justement de ce défi côté compétitivité de Paris. On suivra ensuite avec Marc Lefebvre de Nice Euronext, qui est le directeur du listing en Europe. Est-ce que ça se réveille? Est-ce que les entreprises reviennent en bourse en Europe? Il est mieux placé que personne pour pouvoir répondre à cette question. Cédric Chabou de SPGP, qui est le directeur général, qui est un grand spécialiste mondial des IPO au niveau mondial et qui pourra justement nous parler de cette compétition au niveau international d'une part et d'autre part de ce besoin de financement par les entreprises. Ce n'est pas une théorie, c'est une vraie réalité. Donc il y a une compétition fonds private equity, banque et marché, et donc ça sera intéressant d'avoir son point de vue. Et on terminera par Thibaut Siard, qui est le directeur général de Delta Alternative Management, côté dette cette fois-ci, puisque Thibaut Siard est le directeur général d'une société qui est spécialisée dans justement ce financement par la dette, de regarder justement, là encore, le type d'innovations qui sont proposées et l'expertise d'une place de marché comme la place de Paris, puisque j'ai souvenir, on m'a toujours dit que la gestion de taux était une expertise française, donc on verra avec lui si c'est vrai et comment ça s'intègre dans cet écosystème. Voilà, donc sans plus attendre, je pense que le mieux, c'est dans le format qu'on a défini, de pouvoir justement passer en revue les différents points de vue des uns et des autres, puisque forcément ça se complète bien, et puis justement après pouvoir enchaîner sur un débat entre nous. Et donc c'est Jean Boissineau qui va faire ce constat, en fait, un premier constat post-crise, sur justement le rôle du financement et le rôle aussi du ministère de l'économie et des finances dans l'évolution de l'écosystème. Merci ouais. Jean-François. Je ne suis pas certain de pouvoir répondre à absolument toutes les questions de ce que le ministère des Finances peut faire, mais vous nous avez appelé à l'instant à prendre un peu de recul sur la situation. Enfin, si je comprends bien, cet après-midi est dédié à ça.
Et je crois qu'il y a deux manières de prendre du recul sur la situation actuelle. La première, probablement, de se retourner après 5 ans de crise et de regarder ce qui s'est passé et d'en tirer quelques leçons. La deuxième, c'est de faire cette fois-ci regarder le futur et faire un pas en arrière en se disant quels sont les grands enjeux qu'il nous faut relever. Du coup, si je me permets de faire ces deux mouvements dans ces 5 minutes d'introduction que vous m'avez laissées, je vais commencer par revenir sur la crise. Moi, de la crise, enfin crise et financement des entreprises, pour être tout à fait honnête, mon job, c'est celui de conseiller le directeur général du Trésor et le ministre des Finances sur les sujets d'économie financière. Autant vous dire que pendant la crise, moi-même et mon prédécesseur, on a scruté avec attention ce qui se passait, avec parfois quelques sueurs froides. Après 5 ans, il y a 3 grandes choses que j'aimerais relever. La première chose, c'est qu'en fait, vous avez montré tout à l'heure que le marché joue un rôle significativement plus important aux États-Unis qu'en Europe. En fait, à la faveur de la crise, les grandes entreprises françaises ont massivement changé leur mode de fonctionnement. Si on regarde ce qui s'est passé sur le financement en dette, en gros, les grandes entreprises ont réduit de 35 milliards d'euros les crédits que les banques leur octroyaient. Et dans le même temps, elles ont augmenté de 160 milliards d'euros le volume de dettes qu'elles émettaient sur les marchés. Ce qui fait que aujourd'hui, à l'issue de ce mouvement, en fait, on est déjà dans une situation où les marchés apportent à l'ensemble des entreprises françaises plus de 35% de leur financement en dette. Et c'est probablement la capacité de ces grands émetteurs à réagir assez rapidement au changement de conditions de financement, à la fois sur les marchés et les conditions que les banques leur offraient, qui a permis à ces grands émetteurs d'avoir quelques moments de stress à l'automne 2008, mais finalement les choses se sont passées globalement sans casse pour elles. La deuxième chose que je relèverais, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'assez important sur le taux auquel les entreprises se financent. En fait, on est aujourd'hui dans une situation où finalement les entreprises se financent à des taux qui sont historiquement très très bas. Et ce qui s'est passé au fil de la crise, c'est en particulier 2 choses. La première, c'est que l'impulsion de la politique monétaire s'est particulièrement bien transmise au coût de financement des entreprises françaises. Ça, je ne me permettrai pas de faire plus de commentaires. Je suis certain que Robert Ophel a des tas d'idées sur ce qui s'est passé et les mécanismes qui ont permis que ça se passe comme ça. Mais de fait, cette impulsion de la politique monétaire s'est très bien transmise et fait que les entreprises aujourd'hui se financent à des coûts qui sont historiquement bas. La deuxième chose, c'est que à l'occasion de la crise, on a aussi assisté de manière assez importante à un repricing du risque. Alors, beaucoup de gens commentent le spread entre le coût du crédit des PME et des grandes entreprises. Quand on regarde vraiment en détail, ce n'est pas une discrimination des petites contre les grosses ou que sais-je. C'est en fait le fait que les risques recommencent à être pricés aujourd'hui dans le coût de financement des entreprises et probablement l'étaient insuffisamment avant la crise. Le troisième thème sur lequel je voulais revenir, c'est celui du credit crunch, qui a été probablement dans tous les esprits, qui est probablement encore dans beaucoup d'esprits aujourd'hui, avec cette question de savoir s'il y a eu un rationnement du crédit aux entreprises, et en particulier aux PME qui, elles, sont structurellement dépendantes des banques pour se financer, contrairement aux grandes entreprises qui ont l'alternative du marché. Est-ce qu'il y a une restriction qui a eu des conséquences macroéconomiques derrière ? C'est une question qui, évidemment, est extrêmement compliquée. C'est une question qui, évidemment, nous a, aussi bien à Bercy qu'à la Banque de France, beaucoup préoccupés. Je dois dire qu'en scrutant avec attention à la fois les séries et l'ensemble des informations qui nous remontent, j'ai du mal à imaginer qu'il y a eu un rationnement généralisé du crédit en France. Je ne crois pas que ce soit du tout l'histoire. Les PME, les encours de crédit aux PME indépendantes qui n'ont vraiment que cette source de financement ont augmenté de 12% entre le début de la crise et aujourd'hui, alors qu'on avait une situation macroéconomique qui n'était pas très favorable à une poursuite de l'endettement. On a des enquêtes qui ont été mises en place à la faveur de la crise, aussi bien par la BCE que par la Banque de France,
qui nous montre que globalement les choses se passent assez bien. Le dernier chiffre, je ne vais pas voler le dernier chiffre à la Banque de France, mais en gros, au dernier trimestre, 90% des entreprises qui demandaient un crédit obtenaient substantiellement d'investissement, pardon, obtenaient substantiellement, c'est vrai, obtenaient substantiellement l'ensemble de leur crédit. Il y a eu des tensions sur le crédit de trésorerie, ça remonte, mais on n'est pas dans une situation où l'accès au crédit est finalement la première et la principale préoccupation des chefs d'entreprise, et ça ressort aussi de l'enquête de la BCE qui nous permet d'avoir une comparaison, des points de comparaison internationaux de ce point de vue-là. Quand je dis qu'il n'y a pas eu de credit crunch, je ne dis pas que tout est fantastique, et je ne dis pas en particulier qu'il n'aurait rien fallu faire. C'est plutôt compte tenu de l'ensemble des interventions des pouvoirs publics, que ce soit la BCE et le SEBC dans son ensemble, que ce soit des décisions typiquement d'augmenter l'intervention d'Oseo et d'aujourd'hui de BPI France, etc. Enfin, il y a eu un certain nombre d'interventions. Au final, ces interventions ont permis que finalement on traverse la crise sans très grosses difficultés. Alors, finalement, vous pourrez me dire, bon, ben, en fait, il n'y a pas de problème. Mais si on regarde l'avenir, en fait, il y a des enjeux qui me semblent importants. Le point auquel on est aujourd'hui dans notre analyse, c'est celui où on a une demande qui n'est pas très dynamique, une demande de crédit qui n'est pas très dynamique, une offre de crédit qui probablement s'est resserrée, mais qui n'est pas aujourd'hui la contrainte qui pèse sur la dynamique du crédit. Le jour où la reprise revient, c'est-à-dire j'espère le plus tôt possible, et j'espère que c'est déjà en train de se produire, ce jour-là, il nous faut avoir ajusté notre système de financement pour que la demande de crédit ne vienne pas buter la demande de financement ne vienne pas buter sur l'offre de financement. Si on regarde justement de manière un peu prospective les enjeux financiers qui se présentent à nous, là encore, j'aurais trois grands thèmes. Le crédit et le financement en dette, le financement en fonds propres et le crédit interentreprise. Sur le crédit, oui, c'est une évidence. La régulation contribue à ce que le crédit, demain, sera un peu plus rare et un peu plus cher que ce qu'il était avant la crise. Dans ce contexte, l'enjeu pour l'ensemble des pouvoirs publics, c'est celui de faire en sorte que les gens qui ont vraiment besoin de ce crédit, et je pense ici en particulier aux PME qui n'ont pas d'autre alternative, ces entreprises continuent d'avoir un accès au crédit suffisant. Ça passe par un certain nombre de chantiers, ça passe notamment par le fait que, de la même manière qu'à l'occasion de la crise, les grandes entreprises ont changé de pied et ont eu plus recours au marché, peut-être qu'il y a des entreprises de taille un peu plus moyenne, je pense ici aux grosses entreprises de taille intermédiaire, que ces entreprises accèdent plus souvent au marché, ça nous semble être un enjeu, et ce financement en dette qu'elles trouveront dans le marché, c'est de la place qui sera faite dans les bilans bancaires pour autre chose. C'est aussi le fait que les banques puissent refinancer de manière efficace les crédits qu'elles font aux PME. Ça, c'est pour des sujets un peu quantitatifs. Maintenant, il reste aussi des sujets qualitatifs, parce que s'il n'y a pas eu de rationnement généralisé du crédit en France, ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'il reste des projets, il reste des entreprises qui ont des difficultés à se financer, qui sont des difficultés qui sont d'ordre microéconomique, parce que ce sont des entreprises qui sont en création, parce que ce sont des entreprises qui sont porteuses de projets extrêmement risqués, par exemple, et qu'elles rencontrent des difficultés. Et pour ces segments sur lesquels on identifie qu'il y a des sujets, c'est sur ces segments-là que l'action publique se concentre, notamment via BPI France, pour essayer de jouer à la marge et d'étendre les contraintes de le rationnement du crédit qui pourrait apparaître dans ces endroits-là. Voilà en gros pour le financement en crédit. Sur le financement en fonds propres, ce qui nous semble, c'est que le financement en fonds propres des entreprises, c'est en fait un écosystème global qui doit être pensé dans son ensemble, qui va de la love money, du crowdfunding d'un côté, au business angel ensuite, au capital investissement et au financement à l'introduction en bourse. Et le gouvernement travaille à essayer de fluidifier chacun de ces segments en ayant vraiment la vision que c'est pas un ensemble de petites briques juste à poser, c'est à la fin un écosystème qui doit pouvoir fonctionner de manière fluide.
Mon tout dernier point, et je m'arrête là, c'est le crédit interentreprise qu'on oublie souvent et qui pourtant est un enjeu assez considérable et qui là aussi nous occupe. Très bien. Merci pour cet éclairage donc post-crise, mais j'ai envie de vous poser une question, Robert Ophel. Apparemment, il n'y a pas trop de problèmes. Non, tout ce qui vient d'être dit, je le partage entièrement. D'accord. Je le partage entièrement. Dans aucun pays de la zone euro, l'accès au crédit bancaire pour les entreprises n'est globalement aussi facile et aussi bon marché qu'en France. En effet, 90% actuellement des demandes de crédit d'investissement des entreprises ont une réponse favorable, 75% des demandes de crédit de trésorerie. Et ça, ces demandes sont satisfaites à un coût, un taux d'intérêt qui est le plus bas d'Europe. Il est plus bas qu'en Allemagne. Il est sur les crédits à 1,5 ans, il est 20 points de base en dessous des taux allemands. Mais il y a peut-être un problème de demande. Pardon ? Il y a peut-être un problème de demande. Sur les crédits à long terme, sur les crédits à court terme, il est de 50 à 70 BP en dessous de ce qu'obtiennent les entreprises allemandes. Donc, il est clair qu'en moyenne, ça recouvre des réalités très différentes. Il y a des secteurs qui sont mieux lotis que d'autres, des secteurs économiques. Il y a des parties de la courbe de taux qui est mieux servie que d'autres. Les crédits à plus de 5 ans sont plus difficiles à satisfaire que les autres. Mais globalement, c'est bien. Globalement, c'est bien. Et ça veut dire en clair que si on combine ça avec les émissions des grandes entreprises sur les marchés, eh bien l'endettement des entreprises françaises ne cesse d'augmenter. Il ne cesse d'augmenter alors que dans les autres pays, soit il est stable à un niveau plus bas, c'est le cas de l'Allemagne, soit il était plus haut, mais il est en train de baisser de façon rapide. C'est le cas par exemple de l'Espagne. Et donc le taux d'endettement par rapport à la valeur ajoutée des entreprises françaises a augmenté de 25% depuis 2008. Donc, ce qui est quelque part un signe qu'il n'y a pas eu tellement de crédit crunch, mais à l'inverse, ça montre qu'on va buter sur un taux d'endettement qui est élevé. Le taux d'endettement des entreprises allemandes est à 60% du niveau du taux d'endettement des entreprises françaises. Il faut garder ça en tête. Alors, et en fait, quel est le problème? Ce qui manque aux entreprises françaises, c'est deux choses. D'où vient ce taux d'endettement qui est élevé et qui, quelque part, va constituer un frein à un rebond? C'est d'abord parce qu'il y a du crédit interentreprise, ce qui fait que, là je parle en endettement brut et pas en endettement net, donc ce qui fait qu'il y a une demande d'endettement importante parce qu'il y a du crédit interentreprise, enfin il y a des délais de paiement, pardon, qui sont élevés, et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas assez de fonds propres. Il n'y a pas assez de fonds propres, et ça, il n'y a pas assez de fonds propres parce que les taux de marge des entreprises sont en particulier bas. Les taux de marge sont entreprises, si on prend la moyenne des 25 dernières années, le taux de marge des entreprises françaises aujourd'hui est 2 points inférieur à sa moyenne des 25 dernières années. Donc, et il est 2 points en dessous et 3 ou 4 points en dessous de ce qu'il est dans les hauts de cycle. Et pourtant, malgré cet endettement important, on peut considérer que les entreprises françaises sont un peu en retard d'investissement. Et surtout en retard d'investissement non immobilier. Parce qu'on s'aperçoit que quand on regarde un petit peu ce dans quoi on investit, qu'est-ce qu'on finance, eh bien, on finance beaucoup de l'immobilier d'entreprise. Et ce qui n'est pas le facteur. Donc ça, c'est un problème. Or, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette demande de crédit qui a été satisfaite jusqu'à présent, comment est-ce qu'on va continuer à la satisfaire, en particulier s'il y a un rebond avec un mixte de fonds propres et de crédits adéquats? Comment est-ce qu'on va y arriver alors même que le système bancaire traditionnel ne pourra pas y faire face? Il ne pourra pas y faire face parce que toute l'avalanche de réglementation qui arrive progressivement en œuvre va réduire sa capacité d'y répondre. Jusqu'à présent, il a coupé dans ce qui n'était pas le cœur de l'activité nationale, ce qui fait que
dans des activités en dehors de France, il a fait face à la demande française, mais on arrive au bout de cela. Et donc, il y a très clairement un besoin de financement complémentaire. Ces canaux, c'est l'appel public à l'épargne, c'est les placements privés, c'est la titrisation. On y reviendra, c'est 3 canaux. Tous ces canaux impliquent, à des degrés divers, une transparence accrue des émetteurs vis-à-vis des investisseurs. Point que l'on verrait cet après-midi, et pose des questions en matière, pour l'émetteur, de diffusion d'informations qu'il peut juger stratégiques et confidentielles, de notation et de coûts associés qui peut sembler disproportionnés pour un certain nombre d'émetteurs, de capacité pour les investisseurs à mesurer convenablement les risques pris, non seulement à l'origine, lorsqu'il prend le risque, mais en cours de vie du financement, surtout quand ce financement est long, avec en particulier des interrogations sur la capacité que l'on a à renégocier des conditions de financement sur des crédits lents quand on n'est pas sur un crédit purement bancaire. Et ça, je conclurai en disant que ça conduit à être prudent dans les développements de ces nouveaux canaux, surtout lorsque les investisseurs investissent en fait non leurs propres fonds, mais des engagements qu'ils ont auprès du public, ce qui est le cas globalement de l'ensemble du secteur des assurances. Prudence ne veut pas dire ne rien faire, bien sûr. Une partie de la réponse se trouve dans la nécessité d'agir non pas en concurrence avec le secteur bancaire, qui a une relation privilégiée de proximité avec les entreprises, mais en coopération avec lui et en alignant les intérêts de tous les participants. Beaucoup de montages qui sont actuellement en cours de déploiement s'appuient sur cette coopération et cet alignement des intérêts qui, pour moi, est la clé du succès de la diversification des modalités de financement des entreprises. Très bien. Merci pour cette précision sur les chiffres, la santé des entreprises françaises, leur niveau d'endettement, et puis déjà un passage sur justement les défis aussi des investisseurs institutionnels, capacité à mesurer et à suivre ce type de risque. On en parlera plus longuement dans la conférence de 18h tout à l'heure avec Jean Hérault et d'autres institutionnels. Alain Piton, donc secrétaire général de Paris Europlace, le financement des entreprises, l'ensemble des outils, on a parlé beaucoup des outils qui participent à ce financement, c'est bien, mais les actifs financiers sont quand même assez volatiles. Ça peut être en France, ça peut ne pas être en France. Voilà, c'est effectivement une façon d'engager la discussion. Je crois que le point qui est important, c'est que on est aujourd'hui finalement à une sorte de paradoxe. C'est à un moment où on se rend compte que la question du financement par les marchés est de plus en plus importante, que finalement c'est aussi la période où peut-être elle est moins comprise, et pour ne pas dire très décriée en France. C'est le French paradoxe. Alors je ne sais pas si c'est le French paradoxe, c'est du finance benching pour reprendre aussi une expression. Je crois que effectivement un point qui est très important pour Paris Europlace, c'est d'insister sur le rôle de l'industrie financière. Alors chacun ici connaît évidemment à quoi cela correspond, mais ce qu'on ne dit pas assez, notamment je pense auprès de l'opinion et des pouvoirs publics, c'est que derrière cela il y a aussi un enjeu de souveraineté financière. Quand je prends certains éléments, quand il y a des localisations d'activités financières de banques à Londres, par exemple, pour ne pas le citer, ça peut être aussi à Luxembourg. Quand une grande entreprise annonce annonce en tout cas, envisage de délocaliser à Londres une partie de son analyse financière, c'est évidemment beaucoup de pertes en termes de valeur ajoutée, etc., mais c'est aussi des risques en termes de perte de centres de décision. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'on néglige un petit peu. On a fait différents travaux au sein de Paris Europlace depuis le début de l'année, d'ailleurs largement alimentés par la Banque de France et par d'autres ici, je pense notamment avec Jean Hérault. On en a fait un premier qui était sur le financement de l'économie et sur le fait que, pour reprendre là aussi ce que je disais à l'instant sur la part croissante par les financements de marché, il y allait avoir une période assez difficile à gérer, enfin en tout cas assez sensible à gérer, sur justement cette évolution entre une part moins importante de financement bancaire qui va rester dominante, parce qu'il ne faut pas non plus estimer qu'on va passer tout de suite au modèle américain, à supposer que ce soit souhaitable d'ailleurs. Et donc, voilà, une part plus importante de financement par les marchés. On a complété cela par 2 études, l'une qui était sur le pôle investisseur,
Alors, quand on dit pôle investisseur, c'est bien sûr toute la partie gestion d'actifs, mais aussi, bien sûr, tout ce qui est fait par les investisseurs institutionnels, et là encore, Jean le sait bien, et un travail qui a été fait sous l'égide de Séverin Cabane sur la banque de financement. Et effectivement, à chaque fois, on a bien montré que si on avait des atouts très forts, si on avait une très forte expertise, il y avait aussi de menaces très réelles qui pouvaient faire partir ces activités, pardon d'utiliser là encore ce terme de délocalisation, et le faire partir très rapidement. Et du reste, le mouvement a déjà commencé sur certains segments, sur certaines activités. Alors, je ne vais pas rentrer dans une analyse de tous les facteurs de menaces, en fait, toutes les menaces. Permettez-moi quand même d'en citer quelques-uns, et je crois qu'il faut être un peu clair aussi sur ce point-là. Il y a le sujet de la fiscalité. Un membre du conseil d'administration d'Europlace la semaine dernière parlait d'une volatilité fiscale au carré. C'est-à-dire que non seulement on est avec une multiplication des textes des lois de finances dans une année, mais en plus, maintenant on le voit ces derniers temps, je ne vais pas insister là-dessus, mais enfin, dans une période où il y a un projet de réforme, on change l'assiette assez rapidement pour finalement complètement l'abandonner. Bon, on peut se dire que, in fine, globalement, on arrive à limiter les dégâts, mais au passage quand même, quel effet d'image par rapport à l'extérieur, et surtout quelle incertitude on accroît pour les investisseurs et pour les acteurs financiers. Autre point qui est important, ça a été mentionné aussi, c'est la question d'allocation de l'épargne. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les analyses qui ont été faites là-dessus. Juste quand même deux éléments. L'un qui est sur le fait que les flux d'épargne financière ont quand même baissé de 50% entre 2006 et 2012. C'est un point qui est important. L'autre élément, c'est que aujourd'hui, il y a, je crois, 57% de l'épargne qui bénéficie d'avantages fiscaux. Et à l'intérieur, c'est en gros 45% pour une épargne dite non risquée, ce qui ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, hein, mais en fait, elle est non risquée, et le reste pour l'épargne à risque. Alors qu'on voit bien, que ce soit pour le financement des entreprises, ou de manière générale d'ailleurs pour le financement de la croissance d'emploi, des projets d'infrastructure, etc., que la question de l'investissement de long terme, c'est quelque chose qui est évidemment important, et là-dessus, il faut être clair, le levier fiscal est évidemment un élément important. Peut-être aussi un point un peu sur le secteur financier. Alors là encore, je ne vais pas jouer les pleureuses, mais malgré tout, on peut se constater que dans notre pays, il y a quand même un élément de surtaxation du secteur financier. Alors, je ne vais pas reciter ce qui a été dit dans le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires en début d'année, où on a calculé, enfin, où le Conseil a calculé qu'il y a eu 25 milliards d'euros de charges financières, de charges fiscales supplémentaires depuis 2008. Peut-être simplement mentionner que, et là-dessus je m'appuierai sur les données de nos amis de la Banque de France, c'est que 1 milliard de prélèvements fiscaux sur le secteur bancaire, c'est au total, ça peut conduire, compte tenu des effets des ratios, jusqu'à 30 milliards de crédits en moins pour l'économie française. On voit bien que ce n'est pas totalement l'épaisseur du trait quand on parle de ces différents sujets de fiscalité. Un autre élément d'ailleurs, là aussi encore sur le secteur bancaire, c'est que entre 2008 et 2012, on est passé sur le résultat net d'un taux d'imposition qui était 38 à je crois à peu près 65%. Là encore, on peut se dire chaque fois finalement le secteur financier, bancaire, oui, bancaire en particulier, ça représente quelque chose des volumes très significatifs. Mais on aurait tort de croire que faire bouger les curseurs, et ils ne bougent pas de manière anodine, ils bougent de manière significative, ça n'a pas d'impact sur l'ensemble de l'économie et le financement. Peut-être juste un dernier point, parce que malgré tout, il ne faut pas être uniquement négatif sur la place de Paris, sur les atouts de la place de Paris, l'industrie financière en général. On a eu un certain nombre de mesures qui ont été annoncées ces derniers temps, lancées même d'ailleurs, on peut commencer par Internext, qui est un élément très important, je crois, dans le paysage français. Il y a eu des choses qui ont été annoncées avec le PA-PME, les corporate ventures, etc. Je crois que ce qui est important, et je rejoins là-dessus ce que disait Jean tout à l'heure, c'est que il y a, et d'ailleurs aussi Robert Hoffel, on voit bien les différentes briques qui existent. Il faut qu'on arrive à montrer qu'il y a un travail d'ensemble, un travail cohérent qui est fait sur la compétitivité de l'industrie financière française. Je crois que c'est peut-être le message que nous, on essaye de faire passer à Paris Europlace auprès des pouvoirs publics, c'est et en particulier la cohérence.
Un travail de Voilà, cohérence. cohérence, effectivement, le fait d'aborder les éléments ensemble, et aussi le point, juste un dernier élément, parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, la question de l'image et de la pédagogie qu'on doit faire. Juste au passage, quand on a certaines propositions de loi visant à reconquérir l'économie réelle et qui, de fait, risquent de rendre les offres publiques en France impossibles par rapport à l'étranger, on donne des signaux quand même très négatifs à l'extérieur. Et ça, il faut faire très attention à ça, parce qu'une fois qu'une image est dégradée, c'est assez difficile de remonter la pente. Alors, sur la fiscalité, on s'est promis de pas trop en parler, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire quand même un point. Mais non, mais c'est pour dire que la croissance est plutôt faible en France actuellement, et donc on est à 0, quelque chose. L'année prochaine, elle sera à 0, quelque chose, et qu'il y a quand même des endettements, et donc on se doute bien quelque part en tant que professionnel qu'il y a un alourdissement de la fiscalité quelque part. Donc le sujet, c'est pas tellement la fiscalité, c'est la cohérence et la stratégie derrière la fiscalité, en fait. Pardon, mais on peut aussi imaginer que l'effort sur la dépense publique soit à hauteur de l'effort sur la fiscalité. Voilà. Mais bon, ce n'est pas l'objet de la conférence de cet après-midi. Par contre, sur la compétitivité de la place de Paris, je vois que Marc Lefebvre a écouté et buvait tes paroles, puisqu'on parlait de maintenir un écosystème, une cohérence en fait de l'ensemble des acteurs, et la place de Paris, le rôle du marché dans ce cadre-là est hautement important. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de chiffres, beaucoup de mots. Je crois que le mot écosystème que Jean utilisait, je crois que c'est l'un de mes mots préférés, parce qu'effectivement, on travaille tous dans un écosystème. Il est donc extrêmement important qu'on puisse arriver un jour à une véritable filière du financement en France. On n'y est pas tout à fait, il y a beaucoup d'initiatives. Effectivement, Alain rappelait le lancement d'Internext. Je crois qu'autour de cette place de marché pan-européenne, on peut vraiment fédérer l'ensemble des forces et arriver à quelque chose de vraiment intéressant pour le financement de nos PME-ETI. Mais peut-être pour revenir plus en amont, on parle beaucoup de financement depuis le début de la conférence, mais pourquoi? Parce qu'on sait tous que la capacité de l'économie française à innover et relever l'ensemble des défis de la mondialisation repose en grande partie à la fois sur le dynamisme de ces grandes capitalisations, mais aussi et surtout sur les PME-ETI, puisqu'elles représentent l'innovation, la croissance et l'emploi. Or, effectivement, le financement de leur croissance constitue cet enjeu majeur pour la compétitivité économique. Alors, depuis le début des années de crise, donc depuis 2009, on a apporté entre 70 et 100 milliards à nos différents pays au sein d'Euronext, donc nos 4 pays, une grande majorité en France. Donc, ce qui est des chiffres intéressants, qui sont d'ailleurs allés plutôt crescendo, parce qu'on avait commencé à 70 milliards, on va probablement atterrir cette année à 100 milliards, avec toujours 2 tiers à 3 quarts selon les années en obligataire. Donc on voit effectivement déjà une diversification des produits, car la bourse, vous le savez, mais c'est important de le rappeler, ce n'est pas que l'equity, c'est également bien évidemment la dette. Donc notre plateforme absorbe la crise. Les tendances actuelles sur les marchés, mais on y reviendra, sont plutôt bonnes. On voit qu'effectivement, il y a un momentum et un véritable cercle vertueux qui est en train de revenir. L'opération de demain, je ne fais pas référence à Twitter, mais bien l'opération de demain autour de Numéricable, on ne peut pas évidemment parler, puisque ça va sortir dans quelques heures, les derniers chiffres, mais sera extrêmement importante, réouvre, et on l'espère, durablement le marché français. C'était très important que cette opération se passe bien, et elle se passe bien. Alors, pour vous citer quelques chiffres, depuis 2008, on l'a vu sur le slide, et ça a été repris, effectivement, 70-30, 30-70 entre les États-Unis, l'Europe, crédit bancaire et marché. Si on prend ces chiffres au niveau PME-ETI dont on parle à l'instant, c'est des chiffres très différents. C'est 92% du financement des PME-ETI se fait par le crédit, 7% par le private equity et uniquement 1% par le public equity. Alors, quand on met ce chiffre au regard effectivement des tendances et de l'évolution des règles prudentielles, même si effectivement aujourd'hui la situation se passe plutôt bien, je suis d'accord effectivement avec les premiers témoignages, enfin on a quand même un certain nombre d'émetteurs qui nous disent que leur crédit se raréfie et le coût se renchérit, mais bon, ce n'est pas effectivement le cas de tous, les chiffres sont là pour le prouver. Mais face à cette évolution, on se doit de préparer l'avenir quand là effectivement la reprise sera effectivement là. Donc on est convaincu qu'on va accélérer la désintermédiation du financement de nos sociétés en Europe. C'est-à-dire que le financement de demain ne sera pas celui d'hier. Si on prend un chiffre, je ne crois pas qu'on l'ait donné, mais sur les ETI par exemple, depuis 2013, les emprunts obligataires représentaient 24% de la dette des ETI,
En 2007, donc avant crise, ça n'était que 15%. Ça, c'est encore une autre illustration de ce phénomène qui va crescendo. Pour les large caps, ce taux de financement, et Robert Ophel l'a rappelé, peut être évidemment très très supérieur. Si on prend notre plus grosse capitalisation, Sanofi, c'est près de 98%. Donc on est là effectivement sur des métriques, vous voyez, très différentes. 98%, 1%. Donc il est important de trouver les ressorts qui vont permettre effectivement à ces PME-TI de se financer par le marché. C'était donc toute la logique que nous avons poursuivie au cours des dernières années avec la création d'Enternext lancée en mai de cette année. Alors vous savez que le travail a été un travail de gestation assez long. Hein. Il y a eu un certain nombre de rapports sur la place. Paris Europlace on en a commis, Thierry Djamy avec Gérard Amex également, l'Institut Montaigne, etc., etc. Donc on est arrivé avec cette notion de création de la bourse de l'entreprise qui a été soutenue par le président de la République française lors des assises de l'entrepreneuriat, avec effectivement la création de cette entité Enternext. Alors quelques mots sur Enternext. Enternext en fait rassemble l'ensemble de nos PME-TI en Europe, c'est-à-dire 750 sociétés, c'est-à-dire l'ensemble des sociétés des segments BC et Alternext, c'est une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard. 72% de ce chiffre est représenté par la France. Vous savez que la France est la partie la plus importante de nos quatre pays. Donc Enternext a deux missions essentielles. La première, c'est de faciliter l'accès des PME-TI au marché boursier, c'est bien ce dont on parle aujourd'hui, mais également d'accompagner celles qui sont déjà cotées. C'est intéressant de savoir, par exemple, que uniquement 10 à 15% des sociétés cotées utilisent la bourse une fois cotées. Donc là, il y a un énorme travail de pédagogie et d'éducation à faire. Alors, je le disais, cette filiale 100% du groupe Euronext se positionne comme une place de marché pan-européenne dont l'ambition est véritablement de concentrer l'ensemble de nos efforts à destination des PME-TI. Alors c'est concevoir, mais également assurer la promotion et évidemment piloter l'ensemble des offres et services proposés aux PME-TI autour de 5 grands axes. Le premier, c'est la relation au quotidien sur le terrain et en région. Vous savez, 40% des PME cotées et donc du potentiel de développement est en région, avec les émetteurs et les candidats à l'introduction. C'est également la promotion des PME-TI auprès de vous tous dans la salle, des investisseurs, l'élaboration d'une politique commerciale proactive, la définition de nouveaux outils de financement. Donc là, on peut mentionner quelques instants l'IBO, que nous avons créé et lancé en fin d'année dernière, qui permet aux PME-TI justement de disposer des produits dont les grandes capitalisations bénéficient déjà depuis des années. C'est-à-dire de pouvoir lancer des emprunts obligataires directement auprès des particuliers. On a eu 4 opérations, 3 de sociétés cotées, l'une de sociétés non cotées, qui ont levé, alors évidemment au regard des montants levés par Sanofi qui sont extrêmement modestes, mais qui sont importants pour elles, entre 7 et 15 millions, qui ont été très très largement souscrits par les particuliers. La moyenne c'est 45%. Donc on voit que les particuliers peuvent revenir en bourse sur ces produits. Si on prend AgroGénération qui était la première d'entre elles, c'était 80% des 12 millions levés qui étaient souscrits par les particuliers. Et c'est enfin toute initiative permettant de faciliter l'accès des PME-TI au marché. Donc il y a 3 axes, peut-être que je suis un peu long, mais 3 axes pour ces objectifs ambitieux. Hein. Je vous rappelle, les objectifs, c'est d'atteindre 80 introductions à l'horizon de 3 ans, c'est-à-dire de retrouver les meilleurs niveaux d'avant-crise. C'est également de participer au financement de l'économie réelle et de doubler le financement. Un autre chiffre, depuis les années de crise, on a apporté 9 milliards à 400 PME-TI. Donc 9 milliards divisé par 5, ça fait 1,8 par an. On voudrait arriver à 4 milliards d'ici 3 ans. Donc il y a les 3 grands axes en fait, qu'on a validés au sein du conseil d'administration d'Enternext. C'est d'une part de développer la proximité avec les chefs d'entreprise, comme je le disais. Un deuxième axe qui vous concerne, vous directement, c'est développer la relation avec les investisseurs et recréer une véritable péréquation entre le primaire et le secondaire et le lien avec les investisseurs, en ayant un axe de travail et un spectre d'investisseurs beaucoup plus large. Aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a un argent. L'argent doit trouver le chemin de la bourse. Il est important d'arriver à un véritable investissement productif, qu'on puisse réallouer une partie de l'assurance vie sur la bourse. Donc effectivement, tu citais le PEA-PME qui est un bon signe, mais il faut aller plus loin. Et on est convaincu qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et le troisième point ? Et le troisième point, c'est de fédérer l'écosystème boursier. Mais je crois qu'on l'a déjà dit, on pourra en parler très longtemps, mais il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Très bien, merci.
Cédric Chabou, donc vous avez travaillé chez Lazare, et je crois de mémoire, et vous êtes maintenant à la tête de SPGP, vous êtes un grand spécialiste des IPO. C'est intéressant de voir que l'ensemble des intervenants parlent d'une période un peu de crise. On ne va pas rappeler ce qui s'est passé depuis 2008. Puis il y a une sorte de rebond, enfin une étape charnière qu'on est en train de vivre en Europe. Est-ce que vous assistez à ce type de basculement, j'allais dire, et à la fois avec un focus IPO au niveau mondial, puisque vous suivez ce thème depuis plusieurs années maintenant? Oui, tout à fait. On en a même fait une spécialité. On a un fonds totalement dédié à ces IPO dans le monde entier. Donc en fait, on voit vraiment ces bascules d'appétit au risque. Le premier commentaire général, c'est qu'évidemment, il y a une énorme corrélation avec l'appétit au risque action et les IPO. Donc ce que je vous dis, c'est un laïus un peu basique, mais c'est vrai que l'Europe a été quand même très secouée ces dernières années, et l'appétit action était évidemment très, très en dehors de l'appétit obligataire. Et donc on est en train de revoir une bascule en Europe pour un retour à l'appétit action qui a déjà eu lieu depuis quelques années aux États-Unis, et c'est vrai que ça c'est très favorable pour réouvrir l'appétit pour le risque pour les introductions en bourse. Alors, si on reprend un peu de perspective, je ne vais pas rentrer dans des milliers de chiffres et vous assommer là-dessus, mais l'idée, c'est de comprendre qu'il y a une liste d'attente qui s'est constituée de façon conséquente sur toutes ces entreprises. Et aujourd'hui, on a une liste d'attente quasiment sans précédent. Alors pourquoi? Parce que déjà, tout simplement, mécaniquement, depuis la crise, depuis 2008, par manque d'appétit action, par manque d'appétit des investisseurs, par des pressions fiscales, par un intérêt obligataire avec des rendements sans cesse compressés, on n'a pas eu vraiment d'appétit pour le risque, et donc on revoit ça revenir, et c'est vrai que les volumes reviennent de façon conséquente en Europe. On a des belles transactions, on citait Numéricable qui revient, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir non seulement des transactions qui ont un succès. On a vu Blue Solution avec Bolloré, des ouvertures en gap extrêmement attractives et qui vont redonner confiance dans des projets de croissance, voire des projets risqués. On est dans Blue Solution, on n'est pas non plus dans une entreprise complètement mature et qui a fait ses preuves. Et donc on voit des premiers signes qui sont importants. L'autre perspective qu'on peut voir, le deuxième facteur important, c'est vrai que pour ces petites entreprises qui portent des projets de croissance un peu risqués, c'est vrai qu'il y a un accès bancaire, mais néanmoins il y a aussi des dossiers qui sont de plus en plus complexes à aller financer dans les banques, et c'est vrai que l'appétit action, l'appétit pour le risque des investisseurs peut être de temps en temps bien supérieur et leur permettre de croître. Troisième facteur qui nous semble important, c'est que il y avait des financements alternatifs avec les private equity, du financement, je dirais, qui avait été fourni extrêmement fortement jusqu'à 2007 par les leviers et l'argent qui était un peu plus facile à lever. Ces fonds arrivent aujourd'hui à une phase de maturité et sont eux-mêmes en phase de monétisation et sont quasiment les premiers candidats à aller mettre les entreprises qu'ils ont restructurées pendant la crise sur le marché. Et c'est vrai que les nombreuses entreprises que nous voyons en ce moment revenir en Europe ont ce trait commun d'avoir comme investisseurs des fonds de private equity, qui pour nous sont souvent décriés, mais qui pour nous ont un intérêt assez important, c'est qu'ils ont besoin d'afficher un certain track record quant au succès des premiers pas en bourse de leurs entreprises pour pouvoir monétiser derrière leur participation et leur portefeuille. Et donc c'est pour ça qu'on voit le point commun, donc que ce soit un Target, un Numéricable, les nombreuses IPO allemandes qu'on a pu voir, de ces sorties avec des succès assez grandissants. Et donc on est assez confiant de voir ce pipeline se rouvrir durablement à long terme. Est-ce qu'il y a un risque, est-ce qu'il y a une compétitivité, comme on le disait tout à l'heure avec Alain Piton, de voir des entreprises françaises ne pas s'introduire en bourse en France? Enfin, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est une tendance qu'on voit qui est de plus en plus forte. C'est une cotation déportée. Alors il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ça. La première, ça a été une Europe très fermée là-dessus, et c'est vrai que on a vu des entreprises européennes qui sont allées trouver un moyen de se refinancer en cotant déjà leurs filiales à l'étranger, dans des pays qui étaient dans des tendances macroéconomiques meilleures que l'Europe. On a vu Telefónica faire ça, Santander faire ça au Mexique, au Brésil. Et donc, on a eu des moyens de lever déporter de leurs actifs dans des zones qui étaient déjà attractives. La deuxième chose, c'est qu'on voit naturellement un flux qui a toujours été existant, et d'ailleurs qui va peut-être se normaliser, d'entreprises qui sont présentes dans des places qui ne sont pas encore au niveau européen. Je pense notamment à la Russie ou des listes d'attente sur la Chine, et qui vont aller se déporter soit à Londres, soit aux États-Unis. Ça peut être aussi une source pour l'Europe. Exactement. Là, on a vu quelques IPO qui avaient été malheureusement un petit peu difficiles, IPO minières, on n'en citera pas les noms, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une tendance qui va apparaître. C'est une cotation aussi qu'on peut imaginer 24 heures sur 24 sur des stocks, et donc l'Europe est une place d'arrêt
fondamentale parce qu'elle se situe évidemment géographiquement et horairement entre les États-Unis et des bouts de l'Asie. 24 heures, on a voilà, donc créneau. Je ne dis pas que c'est des tendances très fortes, on pourrait les confirmer tout de suite, mais voilà, c'est des choses qu'on peut envisager. La troisième chose, et ça par contre qui est à mon avis un petit peu plus dangereuse, c'est que, alors différentes explications, soit la pression fiscale, soit d'autres facteurs, on voit des entreprises françaises aller se coter à l'étranger. Alors, comment expliquer ça, nous, d'un point de vue investisseur, je ne remplace pas nos orateurs, c'est tout simplement aussi pas des investisseurs qui sont peut-être un peu plus spécialisés et qualifiés. Donc on pense à Criteo qui est allé se coter au Nasdaq. Dans le secteur technologique, c'est une tendance qui est très forte, mais tout simplement, c'est pas dû à la non-attractivité de la place française, mais plus par la tendance de ces entreprises de se rapprocher des investisseurs clés qui vont former une base relativement stable sur ces boîtes. Alors vous voyez ça sur la technologie aux États-Unis. Vous avez vu Prada aller se coter à Hong Kong, mais tout simplement pour une reconnaissance locale aussi, pour un tissu d'investisseurs, pour une croissance dans les années qui viennent et une sorte de marketing, il faut le dire comme ça, et aussi des niveaux de valorisation qui peuvent être plus attractifs. Et donc on voit ces technicités internationales se mettre en place. Et il faut faire attention, je dirais d'un point de vue fiscal, environnemental, pour de bien prendre conscience que cette technicité est de plus en plus facile et qu'il y a aussi une internationalisation des cotations de ces entreprises et que donc de belles pépites, je pense notamment à Criteo, parce qu'on en a l'exemple concret, pourraient nous échapper alors qu'on pourrait avoir des cotations magnifiques en plus dans notre place française. Très bien. On termine ce premier tour de table, par la vision dette cette fois-ci, puisque le financement action redémarre un peu, mais la partie dette, ça a été le placement obligataire, la classe d'actifs reine ces dernières années. Puis on a l'impression que face à des contraintes d'investisseurs qui sont ce qu'elles sont, donc Solvency 2, etc., des assureurs qui recherchent du rendement, le placement obligataire est un petit peu, là encore, la catégorie reine parfois. Donc on se dit, si on ne peut plus faire d'infrastructure, on va faire de la dette infrastructure. Si on ne peut plus faire d'immobilier, on va faire de la dette immobilière. Si on ne peut plus faire investissement en action, on n'a qu'à investir via de la dette. Donc systématiquement, on revient sur un outil qui est adapté pour répondre à une demande. Qui semble être plus adapté. Qui est tout à fait adapté. Finalement, beaucoup a été dit d'un point de vue macro. Donc moi, j'interviens un peu en bout de chaîne. L'idée qu'on a essayé de développer, c'était d'apporter un moyen de financement adapté à la demande de certaines des PME, ETI qui se retrouvent dans la situation qu'on a dit et dans le pourcentage qui a été fort bien décrit par tous les intervenants qui m'ont précédé. Donc il ne s'agit évidemment pas de remplacer le financement bancaire, naturellement. Il s'agit d'apporter une réponse de financement qui répond à des exigences de souplesse, donc qui viendront en complément justement de ce que peuvent apporter les banques, à leur demande parfois également. C'est quand le banquier n'est plus capable de répondre à une demande, il cherchera une solution alternative et un fonds dédié, un fonds de dette qui vient apporter son financement, son concours au financement des PME ETI, répond à cette problématique. Du point de vue de l'entrepreneur, n'oublions pas que nous sommes des entreprises d'investissement, nous sommes des sociétés de gestion de portefeuille, donc nous sommes des entreprises, nous sommes parfois des PME, ETI, donc nous comprenons la problématique de ces entrepreneurs, parce qu'on parle d'entreprise, mais en fait on parle d'hommes. Donc ces hommes ont à faire face à des problématiques et ils cherchent des réponses. Et nous sommes une des réponses adaptées éventuellement dans la panoplie de ce qu'on a dit, c'est soit on ouvre son capital, soit on va voir son banquier, ou alors on trouve des financements alternatifs comme ceux que l'on peut proposer. Voilà. Alors, on parlait du financement action, dette, etc. Et Robert Ofelf signalait que ce n'était pas forcément évident quand on était investisseur, il y a une capacité à mesurer, à suivre le risque. Naturellement, du point de vue de l'investisseur, enfin du point de vue de l'entreprise, on a bien compris ce qu'elle va rechercher, c'est ce que j'ai dit, c'est de la souplesse. Et du point de vue de l'investisseur, il va faire confiance à des acteurs spécialisés qui, d'une certaine manière, vont lui permettre d'accéder de façon à un risque de façon mutualisée. C'est-à-dire que l'investisseur ne va pas faire dossier après dossier. C'est compliqué d'avoir le sourcing. C'est l'élément clé de cette affaire. C'est le sourcing. C'est parce qu'on est des acteurs qui sommes immergés dans l'économie réelle, celle dont on parle, que naturellement, on connaît cette économie, qu'on vient répondre à ces problématiques. Donc, pour l'investisseur, il va venir dans un OPCVM,
un fonds adapté. Et je remercie aussi, enfin, le cadre, on a parlé un peu de ça tout à l'heure, mais le cadre réglementaire s'est bien adapté à cette demande. C'est-à-dire que maintenant, on a les outils réglementaires pour pouvoir répondre à ces demandes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Moi, je suis peut-être un des plus vieux de cette salle, mais enfin assez vieux, et j'ai démarré il y a de nombreuses années. Et finalement, quand j'ai démarré dans l'obligataire, il y avait plusieurs catégories. Il y avait et en fonction naturellement du risque. Et ça, on en a parlé un peu tout à l'heure. C'est que maintenant, comme le risque s'est repricé, finalement, on permet à des émetteurs, qu'on appelait autrefois de deuxième catégorie, de venir chercher le concours du marché et d'émettre à nouveau sur le marché obligataire pour leur permettre de se financer autrement que par la voie classique, celui du concours bancaire. Très bien. Une question, moi, s'il y a une chose qui me frappe quand on écoute vos interventions, c'est qu'on a l'impression effectivement qu'on a développé une machine, enfin, on a à faire un écosystème qui est en place. Donc c'est du long terme, du court terme, du haut de bilan, etc., etc. Et on a l'impression, Robert Ophel, vous pouvez peut-être me contredire, qu'en fait c'est aussi un problème, c'est peut-être plus un problème de demande de la part des entreprises françaises. C'est-à-dire qu'on a un moteur qui redémarre, mais il ne faudrait pas qu'il cale. Quand on regarde les investissements productifs aux États-Unis, donc on est clairement repassé largement au-dessus des niveaux de 2007 et on a effacé la crise. Puis j'ai l'impression qu'en zone euro et en France, alors je n'ai pas les chiffres en France, mais l'investissement productif a tendance à marquer le pas, peut-être même à continuer à diminuer. Est-ce que vous me confirmez? Et est-ce que c'est pas à la limite le défi du marché français et européen de finalement d'avoir une très très belle machine mais qui tourne pas? C'est tout à fait ça. Il faut avoir quelque chose à financer. Et avoir quelque chose à financer, c'est des gens qui ont des idées, et c'est des gens qui ont un projet, et qui le mettent en œuvre. Et donc, il y en a, mais c'est une histoire de poulet d'œuf, hein, parfois. Hein, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autant plus qu'elles sauront que c'est possible de le mettre en œuvre, et d'avoir les bons vecteurs pour les aider. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la demande d'investissement des entreprises, et spécialement d'investissement productif, est en régression. C'est pas tragique, on n'est pas à un niveau catastrophiquement bas, mais on est en régression. Et il faut que ça redémarre. C'est une question de marge. Vous parliez des marges tout à l'heure, des taux de marge. Il faut redonner de la compétitivité aux entreprises et des marges de manœuvre ou des marges financières. Ça, c'est un élément. L'autre, ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est leur donner un peu de stabilité réglementaire pour qu'elles puissent effectivement faire des prévisions et actualiser un projet sur des bases qui limitent les risques et la volatilité. Et il faut aussi le dire, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la zone euro, parce que les entreprises françaises investiront d'autant plus qu'elles auront le sentiment que la zone euro, qui est leur zone la plus naturelle d'achalandage, sera en redémarrage économique, ce qui se dessine mais n'est pas encore complètement assuré. J'ai l'impression qu'il y a un retour. Jean Boissillon, vous vouliez dire quelque chose? Non, mais en fait, moi je souscris tout à fait à cette idée. Il y a des vrais enjeux qui sont des enjeux de financement, mais le financement, c'est là pour permettre quelque chose. Et je crois que le principal enjeu de la reprise aujourd'hui, c'est pas l'enjeu du financement, c'est l'enjeu de créer l'écosystème qui permet à notre économie de regagner de la compétitivité. Enfin, je pense que longtemps on a regardé le financement et que le financement, et il y a une prise de conscience qui à mon avis est assez récente et j'espère durable et produira des effets, qui est que ça touche aussi au-delà au fonctionnement du marché du travail, ça touche à l'écosystème d'innovation, ça touche à l'ensemble de ces choses-là. Tout ça, c'est de la croissance potentielle. En phase d'austérité, on a tendance à ajuster sur les emplois, à ajuster sur les investissements, essayer de sauvegarder à tout prix les marges. Et puis en phase de recovery, de retour, là on peut commencer à redéployer des investissements et des réembaucher. Encore faut-il avoir les projets et la visibilité. Est-ce que, un petit mot peut-être, Robert Ophel, aussi sur cette vision européenne, donc on est très clairement englué dans une zone euro. J'ai l'impression qu'il y a un retour aussi des spécificités nationales. Il y a la France, on a des taux qui sont très bas. J'ai l'impression qu'en Italie, c'est pas pareil, en Espagne, c'est pas pareil, en Allemagne, c'est pas pareil. Est-ce que ça, c'est venu changer aussi la donne? Il y a une sorte de nouveau paradigme qui est ponctuel ou qui est en train de se résorber?
il est clair que la zone euro a été caractérisée ces dernières années par une hétérogénéité qui s'est accrue. Hétérogénéité dans les cycles économiques et hétérogénéité dans les conditions de financement national, avec une absence de circulation des financements à l'intérieur de la zone, ce qui rend une zone suboptimale, c'est-à-dire elle est sous-optimale en termes aujourd'hui. Les choses sont en train quand même de s'améliorer significativement, parce que les pays qui avaient le plus souffert sont en phase de recovery qui se confirme quand même dans un certain nombre de cas. Donc les conjonctures économiques nationales sont en train de se rapprocher. Et il est clair que dans la perspective, l'union bancaire est un projet phare pour redonner à la zone euro un caractère d'optimalité pour la circulation des financements divers et variés. Et ça, c'est un projet qui n'est pas un projet de long terme, ni même de moyen terme, c'est un projet de court terme. Donc si on a ces deux facteurs-là, c'est-à-dire une amélioration de la conjoncture économique dans les pays qui ont le plus souffert et un retour institutionnel d'une circulation des fonds beaucoup plus aisée à l'intérieur de la zone, c'est quelque chose qui est vraiment une source d'espérance. D'accord. Dans le retour de la confiance, un petit mot, Jean Boissineau, sur cette cohérence, je pense qu'on la partage tous, refaire revenir les projets pour les émetteurs et les entrepreneurs, refaire revenir les investisseurs dans des investissements plus long terme, parce que le projet qui a été beaucoup évoqué, de Karine Berger-Lefebvre, de réorientation de l'épargne vers du long terme. Donc ce n'est pas que des mots, il y a tout un ensemble d'outils politiques derrière, même si parfois tout n'est pas parfait. Enfin, on a compris que... mais tout ça est très... Effectivement, permettez-nous de ne pas tout réussir du premier coup. Ce serait trop facile. Mais effectivement, je crois que l'ensemble de ce qui est fait depuis quelques temps maintenant, ça s'articule derrière un agenda global, même si c'est un ensemble de réformes dont on peine parfois à avoir la cohérence. C'est pour ça que je pense qu'il faut parfois effectivement prendre du recul et regarder. Et je pense que si on y regarde bien, il y a quand même une certaine cohérence qui se dégage derrière tout ça. Un dernier mot, et après on va laisser la parole aux sociétés cotées qui vont justement pouvoir nous parler de leurs projets, de leur financement, de leurs conditions de financement. Il y a une chose aussi qui frappe les intervenants dans vos présentations, c'est une sorte de dichotomie entre des très grandes entreprises et des PME locales. Donc celles qui, très grandes, peuvent aller justement chercher des projets à l'international, donc jouer en fait sur l'ensemble des outils à leur disposition. Et puis les parents pauvres un petit peu, donc des entreprises qui sont peut-être plus domestiques et plus en difficulté. Est-ce que vous confirmez, Robert Ophel, cet élément, et puis aussi d'autres intervenants, est-ce que vous confirmez qu'on a un petit peu le CAC 40 multinational et d'autres PME plus en difficulté ? C'est pas du tout mon diagnostic. Aujourd'hui, les belles PME, elles ont tous les investisseurs sont à leurs pieds. Et les mauvaises grandes entreprises, personne ne veut restructurer. Enfin, il y a des discussions sans nom pour restructurer la dette. Donc, je crois vraiment que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que selon la taille de l'entreprise, les possibilités qu'elles ont sont différentes. Hein. Mais je ne crois pas qu'il faille opposer les grandes entreprises qui ont des financements faciles et les PME pour qui c'est impossible. Marc Lefebvre et après Alain. Peut-être effectivement, pour compléter, il y a également une erreur qui est souvent commise dans l'esprit de beaucoup de monde, c'est que le financement est peut-être régional pour les PME. Alors on ne parle pas d'un financement régional, le financement il est national, voire européen, donc je rejoins tout à fait effectivement ce qu'on disait. Alors après, c'est vrai que sur certains deals qui sont des petits deals de petites PME, avoir des investisseurs régionaux de la région lyonnaise ou grenobloise, ça fait sens. Mais on parle bien ici d'un financement qui est national. Et c'est toute la logique, effectivement, d'un bassin de liquidité aussi profond que celui proposé par NYSE Euronext. Oui, je vais simplement appuyer ce qui a été dit par mes deux voisins, c'est que
Pour nous, l'enjeu, c'est évidemment à la fois pour les grandes entreprises et pour les PME, l'industrie financière, toutes les techniques qui sont utilisées, toutes les problématiques qui sont mises sur la table, elles concernent, alors évidemment de manière différente, à des degrés différents, sur un point différent, mais elles concernent bien à la fois les grandes entreprises et les PME. C'est bien l'ensemble de l'industrie financière qui doit agir pour le financement de l'économie des entreprises, quelles qu'elles soient, et aussi d'ailleurs des projets. Très bien. Mais écoutez, voilà un peu pour ce tour d'horizon qui lance l'après-midi. Merci à l'ensemble des intervenants. On peut les applaudir.